Je suis née à Pointe-à-Pitre et j'ai passé toute mon enfance à Marie-Galante. Et je crois que c'est une grande chance. C'est un pays qui a des vibrations très particulières. Mon enfance, ça a décidé de tout ce que je suis actuellement par rapport à mon enfance marie-galantaise. Donc enfance à Marie-Galante parce que bon, mon père avait été muté là professionnellement. Je me rappelle encore des contes et légendes, des cours de récréation, les enfants qui couraient en disant « ouais, nous voyons Soukounian, nous voyons Diable ». Et donc c'est vrai que moi ça m'a beaucoup marqué. Nous sommes retournés sur la Guadeloupe dite continentale. Donc lycée, les études de façon tout à fait classique. J'ai intégré donc en fin de cursus l'école normale de la Guadeloupe pour être enseignante. Ça a continué avec une formation plus personnelle au niveau des arts plastiques. Je n'ai pas grandi dans une famille qui ait des antécédents artistiques. Donc, dans ma famille, la branche, le côté artistique s'exprimait plutôt dans l'art culinaire. Nous avons un cuisinier dans chaque génération depuis mes arrière-grands-parents. Et pour moi, donc, c'était la première de la famille à se lancer vraiment dans une carrière de peintre et de plasticienne. Je crois que ma première émotion artistique, ça a été vraiment quand j'avais, disons, 8 ans. Et donc j'étais en vacances chez une cousine et pour m'occuper, donc elle me met entre les mains des couleurs qui lui restaient, parce qu'elle était collégienne, donc il lui restait du bleu, du jaune, un petit peu de blanc. Et puis elle me dit, bon, ben, dessine, occupe-toi avec ça, tu peux peindre. Donc je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Il y a du bleu, du jaune, c'est tout. Et puis donc je découvre alors qu'avec le bleu et le jaune, on peut produire du vert. Et là, ça paraît tout à fait anodin, mais ça a été un ravissement, un enchantement. Et donc là, j'ai vraiment, pour moi, le peintre à ce moment-là s'est apparenté à un magicien. Et donc là, en grandissant, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu aux œuvres d'art, aux plasticiens, aux peintres, aux sculpteurs, à hanter les expositions qui se passaient sur Pointe-à-Pitre et la périphérie. Ensuite, donc, il y a eu la période des Indigos dans le début des années 90, qui était cette grande manifestation d'art à Fort-Fleur-d'Épée. Et dès que je pouvais y aller, je montais au fort, je restais là à regarder Abda Faye, Sambalé, Nico Roberto, donc tous ces artistes. Et j'avais été vraiment impressionnée par les installations d'Abda Faye. À ce moment-là, il occupait les cryptes du fort Fleur-d'Épée et il installait donc ses petites bougies, ses couilles. Et donc, pour moi, ça s'apparentait au magico-religieux et j'étais vraiment fascinée par l'atmosphère, surtout avec le souterrain du fort. Et j'étais à milieu d'imaginer que j'allais faire ma première grosse expo au fort Fleur-d'Épée. J'ai fait une première exposition qui était vraiment ma toute première exposition, qui était une exposition collective à la Galerie Imaginart à Sainte-Rose. Et ensuite, donc, ma première grande exposition personnelle s'est passée au Fort Fleur-d'Épée avec Gilles Girard. Ça s'appelait Métamorphose des mots phrasés. Donc toujours sur la mythologie et puis le magico-religieux. Et donc sinon, j'ai fait plusieurs expositions collectives. J'ai participé à
À l'invitation d'Abda Faye à un festival d'essence au Marin en Martinique, donc, qui m'a donné l'occasion de rencontrer des artistes d'envergure nationale et des artistes martiniquais. Et donc voilà, donc nous avons besoin de ces échanges, nous avons besoin de ce regard étranger sur nos productions. Alors ensuite, il y a eu donc le moment où la peinture s'est vraiment imposée à moi. Donc je suis passée du statut de fan, d'admiratrice, de spectatrice à un moment où vraiment c'était ça, où il fallait que... C'était une période assez sombre de ma vie, où il fallait vraiment que je m'accroche à quelque chose. Et bon, la peinture s'est imposée et ça a été, donc voilà, c'était parti. Je me suis dit, bon, je peux peut-être le faire, je vais le faire. Donc je me suis donné les moyens d'avoir cette formation artistique dans un esprit vraiment professionnel, donc chercher une école d'art. Il n'y avait pas des masses à l'époque en Guadeloupe, dans milieu des années 90. Il y avait l'école du Lamentin sous la première mandature de M. Toribio et qui était dirigée par Michel Rovellas, qui était un grand nom de qui est un grand nom de notre peinture guadeloupéenne. Là, vraiment, c'était exactement ce qu'il me fallait, la possibilité d'avoir des cours pour adultes à côté des cours que les jeunes prenaient dans la journée, parce que bon, moi j'étais salariée évidemment. Donc j'ai suivi les cours de cette école pendant deux ans, en y allant le soir, après mon travail, en travaillant à la maison, en m'inscrivant pour des cours par correspondance, etc. Donc c'est un parcours qui est certainement atypique par rapport à celui d'autres plasticiens qui sortent de grandes écoles, etc. Mais moi, j'assume tout à fait, je me sens tout à fait à l'aise dans ce que je fais. Et donc, pour les cours par correspondance, c'était pas pour la pratique artistique, puisque je l'avais à l'école, mais c'était plus pour connaître l'histoire de l'art, parce qu'on a besoin de savoir ce qui a été fait pour pouvoir situer et évaluer sa propre pratique. L'école m'a donné l'occasion de faire la connaissance vraiment plus poussée de Lucien Léogane, qui est un homme que j'admire énormément en tant qu'homme, en tant qu'artiste. Et Lucien, donc, je le connaissais déjà comme plasticien guadeloupéen. J'allais à ses expos, j'adorais ses œuvres qui étaient très, très mystiques, très apaisantes. D'ailleurs, moi, je l'appelle Lulu le Zen. Vers la fin de mon cursus, donc à cette école d'art du Lamentin, il m'offre un tableau avec toutes les caractéristiques de sa peinture et avec une petite ficelle qui pendouille au bas du tableau. Jusqu'à maintenant, bon, je ne sais toujours pas si c'était fait exprès ou pas. Et je me souviens que j'étais à la maison avec un ami et puis on regarde le tableau et puis je me dis tiens, il y a une petite ficelle qui s'est échappée du cadre, je vais la couper. Et donc mon ami me dit ah non, 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 surtout pas parce que c'est peut-être très signifiant pour l'artiste. Donc tu ne peux pas couper cette ficelle sans savoir si c'est un accident ou pas. Donc j'ai médité un petit peu sur cette réflexion et j'ai trouvé ça très, très, très intéressant. Donc sur mes toiles, on retrouve cette ficelle qui pend toujours en bas à droite. Donc pour ceux qui achètent, ne coupez pas. Mon travail se décompose en plusieurs parties. Il y a une partie collage que je réalise donc sur la toile vierge. Les limites que j'ai, ce sont des limites techniques, à savoir que ça tienne sur la toile, que ça ne gêne pas, que ça ne perturbe pas après mon travail. Donc c'est plus ce genre de limites. J'ai toujours une petite ficelle plus fine qui va parcourir toute ma toile et qui est à la fois qui est très chargée de symboles pour moi. Ensuite, donc, mon travail qui se fait là dans une sorte de transe, je ne réfléchis pas, je ne cherche pas à représenter.
je fais mes collages. Quand ces collages sont secs, donc je vais passer à une autre étape où il y a un véritable dialogue qui va s'instaurer avec ma toile et où c'est la toile qui va me dire ce qu'elle est, ce qu'elle veut devenir, ce qu'elle veut exprimer. Donc je vais observer la toile, je vais commencer à mettre des couleurs, je vais chercher ma palette, puis il y aura un va-et-vient comme ça entre la toile et moi, jusqu'à ce que j'ai trouvé vraiment ce qu'elle veut exprimer. Et bon, en général, ça se termine quand la toile m'a dit son titre. Je diversifie depuis quelque temps également mes créations parce que je suis très attirée par tout ce qui est métal. J'intègre également mes textures à du grillage dans des compositions plastiques. À côté de ça, j'ai commencé également une série de sculptures, toujours avec le grillage. Je modèle donc pour l'instant des bustes, des corps de femmes. Je sens que je suis vraiment dans une écriture artistique qui m'est propre, qui m'est personnelle. Donc mon univers, c'est un univers qui est très mystique, mais sans que ça pèse ou sans que ça m'handicape. Je crois que j'ai une certaine sensibilité vis-à-vis de tout ce qui est un petit peu autre, différent de la réalité, disons un petit peu surnaturel. Donc je suis très intéressée par tout ce qui est notre approche du magico-religieux en Guadeloupe. Ça fait partie de notre culture, ça fait partie de nos pratiques, nos croyances. C'est pour ça que je suis particulièrement à l'aise dans ce lieu de Bois Debout. Donc cette habitation de Bois Debout qui est un de nos grands lieux de mémoire et aussi, puisque c'est un ancien cimetière d'esclaves. Donc j'ai été vraiment très émue d'arriver ici. Et j'ai eu une pensée tout à fait respectueuse pour les âmes qui reposent ici, qui pour moi elles sont encore dans la végétation, elles sont dans les arbres, elles sont dans la terre. Et je pense qu'il faut être à l'écoute de son univers, il faut être à l'écoute de son environnement déjà pour créer. Parce que bon, l'artiste, pour moi, il est attaché à sa terre, il est attaché à un terroir. Au sein du collectif dont je fais partie, les artistes Kachimé, nous avons cette transmission de l'art qui est inscrite dans notre manifeste. Nous avons vraiment envie d'aider le public guadeloupéen, d'aider les Guadeloupéens à se réapproprier tout le côté art visuel de leur patrimoine. Ah, si j'étais une couleur, je pense que je serais le rouge parce que je suis très passionnée et qu'en général il suffit qu'on m'agite un petit chiffon rouge devant les yeux pour que je fonce. C'est une couleur qui est dominante dans mes œuvres également. C'est la vie, c'est le sang, c'est la passion. Sinon, si j'étais un animal, je pense que je serais un colibri. Parce que le colibri, moi, je reste à les observer dans nos jardins et je suis vraiment époustouflée de voir la ténacité de ce petit oiseau gracile et fragile en apparence. Et je crois que je me sens très colibri dans l'âme. C'est-à-dire que quand j'ai une idée en tête, il faut vraiment que j'aille jusqu'au bout et je vais la défendre bec et ongle pour arriver le plus loin possible.